Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, deuxième et dernière partie de cette preview pour la Coupe du Monde de la FIBA 2023. Il manquait une petite partie, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. C'était la présentation du groupe de l'équipe de France, émission spéciale avec nos Bleus. Ce groupe H qui nous attend, le groupe avec le Canada, la Lettonie et le Liban. On commencera directement par le gros morceau de ce groupe vendredi face au Canada de Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett et tous les autres. Donc il fallait parler de cette équipe de France. Et ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec un petit rappel de l'équipe de France lors des qualifications. Au premier tour, elle avait un groupe E composé du Monténégro, présent lors de ce mondial, de la Hongrie et du Portugal. Un bilan de 5-1 pour commencer, avec une seule défaite d'un point contre le Monténégro. Le tour d'après, l'équipe a continué avec en plus la Lituanie, la Bosnie et la République tchèque. Là aussi, une nouvelle défaite contre la Bosnie, 96-90, on s'en souvient, dans une grosse atmosphère du côté de la Bosnie. Elle termine première de son groupe lors de cette seconde phase et était directement qualifiée pour la Coupe du Monde. L'équipe de France, l'équipe de Vincent Collet a utilisé pas moins de 35 joueurs sur toute la compétition, dont un qui a été le plus capé avec 10 matchs, c'était Nicolas Lang, le joueur du Limoges chez SP. L'équipe de France est donc à la Coupe du Monde. Elle jouera du côté de Jakarta, en Indonésie. Et ce groupe qui attend nos Bleus, avec donc des nations qu'on connaît bien, la Lettonie, forcément, l'équipe de Davis Bertans, il n'y a pas Kristaps Porzingis, forfait, et trop peu remis de sa blessure. Et donc ce Canada qui pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On l'a vu en qualification, capable du meilleur comme du pire. Shai Gilgeous-Alexander est un des leaders et le leader, la star NBA est le leader de cette équipe du Canada, mais parfois attire un peu trop le jeu vers lui et ça a tendance un peu à desservir tout le collectif qui s'annonce encore très très beau, bien sûr, avec des gros joueurs dans cette équipe. La Lettonie, donc un peu plus affaiblie, qui ne devrait pas être une menace trop importante pour notre équipe de France. Et le Liban, une équipe avec pas forcément de joueurs très connus, mais du caractère. Et j'ai vu un match de qualification à la Coupe du Monde contre les Philippines de Jordan Clarkson. Et à domicile, le Liban avait complètement renversé le match avec beaucoup de caractère. Ils n'ont jamais lâché, ils ont été vraiment incisifs, ils ont vraiment mis la main sur ce match à un moment donné. Et je pense que même si ce n'est pas une équipe composée de stars, il va falloir s'en méfier et ne pas les prendre de haut. Le meneur Wael Aragji a vraiment de quoi impressionner sur certaines faces. Mais voilà, faut pas tomber dans le piège du Liban. Il faudra absolument rester concentré et développer notre jeu, la défense en premier, et après on a assez de talent pour faire du mal à ce groupe. Le groupe H de l'équipe de France croise avec le groupe G, et le groupe G est composé de l'Iran, l'Espagne, la Côte d'Ivoire et le Brésil. Ça sera toujours à Jakarta pour cette deuxième phase. Et là, comme vous avez pu le voir dans mes previews, je nous vois terminer premier de ce groupe. Le bilan sera soigné parce qu'il est conservé lors de cette deuxième phase. Et je pense qu'il faudra forcément continuer sur cette voie-là et frôler le sans faute. Car après, quand on croise avec ce groupe Espagne-Brésil, il faudra forcément en prendre un des deux. L'Espagne, potentiellement pour le mental, serait la meilleure des victoires. Le Brésil, parce que là non plus, il ne faudra pas tomber dans le piège des Brésiliens avec un très bel effectif. Et ensuite, en quart, on croise avec le groupe K, qui est lui le croisement entre les groupes E et F. Et là, potentiellement, ça nous laisse un panel d'équipes assez important: l'Allemagne, la Finlande, l'Australie, le Japon, la Slovénie, le Cap-Vert, la Géorgie ou le Venezuela. Donc attention à ce tableau-là, il va falloir s'en méfier vraiment beaucoup. L'équipe de France, donc, qui part défendre nos couleurs, il faut présenter le roster des 12. Nicolas Batum,
Nando De Colo, les deux qui étaient absents à l'Eurobasket pour prendre un petit peu de repos après des longues années pour enchaîner cette Coupe du Monde et les prochains Jeux Olympiques en France, sont bien présents. Batum et De Colo, ça fait extrêmement plaisir. Mustapha Fall sera là, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Mathias Le Sort est bien là. On avait un petit doute et Vincent Poirier avait été appelé en renfort de cette équipe de France, mais finalement, Mathias Le Sort a une cheville qui fonctionne, a le feu vert des médecins, donc c'est bon. Franck Nilikina n'est pas là et est remplacé par Isaiah Cordigné. Le joueur de la Virtus va peut-être profiter de ce forfait pour se donner de l'élan, pour ensuite continuer sur sa lancée avec la Virtus Bologne, un club italien où il a prolongé. Elio Kobo sera là, Yakuba Ouattara, Terry Tarpe, le trio de Monaco est bien là. Et enfin, Gershon Yabusele, le joueur du Real Madrid. Voilà pour les 12 joueurs qui vont défendre les couleurs de la France lors de cette Coupe du Monde. Un groupe qui a fait parler, un groupe qui a fait parler sur les ajustements. Certains voulaient faire des tests avec des joueurs un peu moins expérimentés, mais pour ma part, je trouve que Vincent Collet a composé une très belle équipe de France. Euh, Hormis les blessures, je trouve qu'il ne manque personne. Chacun est à sa place. Certains parlent de doublons avec Ouattara, Tarpe et Cordigné, mais chacun, pour moi, a un rôle spécifique à jouer. Euh, Cordigné va amener son explosivité, son côté offensif. Yakuba Ouattara est un 3D. Il le montre de plus en plus. Il a un côté sniper qui peut lui donner un rôle clé dans cette équipe sur un besoin de débloquer une situation. Donc lui, il en est capable. Et Terry Tarpe, le défenseur par excellence, il l'avait montré à l'Eurobasket, il va avoir ce mordant pour défendre sur le potentiel meilleur joueur de l'équipe adverse. Et Dieu sait que face au Canada, ça peut être utile. Les forces et les faiblesses, pour moi, les forces, c'est l'expérience, le collectif, le coaching et une série de résultats qui sont bons. On a des médailles, on a toute la préparation où finalement on a perdu qu'une seule fois. Mais voilà, cette expérience de groupe, c'est aussi pour ça que ce groupe-là ne me posait pas trop de problèmes quand il a été dévoilé. C'est qu'il y a une logique, les joueurs se connaissent de différentes campagnes, que ce soit les matchs de, de, de Jeux Olympiques, de l'Eurobasket, les matchs de qualification, où certains ont pu être là. Et très honnêtement, voilà, c'est tout un alliage qui fait que on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs joueurs sur le papier, mais que parfois dans le groupe, dans chacun sait son rôle, chacun est capable de se dire ben, je ne jouerai peut-être que 5 minutes sur tout le tournoi, mais les 5 minutes, ça va être les meilleurs de toute ma campagne. Et finalement, je pense qu'il y a... Et voilà, chacun est à sa place et c'est pour ce vécu collectif que je trouve qu'elle est bien constituée. Le coaching, forcément, Vincent Collet a démontré à nombreuses reprises qu'il est un fort tacticien. Maintenant, il va falloir step up et peut-être passer un cap pour ne pas toujours terminer troisième de la Coupe du Monde et ramener une belle breloque et enfin avoir un nouveau titre qui nous échappe. Donc, le dernier titre qu'on a remporté, c'est l'Euro en 2013. Les faiblesses, quels sont l'état de nos cadres? Evan Fournier, on avait quelques doutes, mais finalement, durant la prépa, il a commencé à y répondre en étant incisif. Donc voilà, il faudra que ça tienne sur toute la longueur de cette compétition. Rudy Gobert, comment va-t-il être bougé? Parfois, je le trouve... alors, c'est un terme un peu barbare, mais des fois, je le trouve un peu soft dans sa manière de jouer, de se faire bousculer par parfois des intérieurs beaucoup plus petits. Quel est le niveau à la main? Voilà, on en a parlé. Euh, Certains regrettent le départ de Nilikina, voulaient du Kylian Hayes ou du Théo Maledon. Finalement, on se retrouve avec Francisco, Okobo, Nando De Colo. Francisco découvre le très haut niveau, découvre le niveau international surtout. Va falloir qu'il se frotte à des gros meneurs. Elio Kobo aussi, plutôt pétard ambulant, mais est-ce que son année à Monaco notamment va l'aider à trouver son rythme? Et Nando De Colo, est-ce qu'il est capable de tenir sur 35 minutes à cette intensité-là? On l'a vu en préparation, il est capable encore de merveilles, notamment cette passe aveugle voilà, complètement dans l'angle mort de sa vision pour Rudy Gobert. Est-ce qu'il est capable d'apporter autant sur toute une compétition?
Je n'en doute pas, c'est un merveilleux joueur, mais voilà, il faut se poser la question quand on voit les forces en présence avec des joueurs qui vont envoyer, qui vont être rapides, qui vont être physiques. Donc on pouvait se poser cette question. Et enfin, on a vu des problèmes en préparation, notamment au niveau du rebond. Les Français ont laissé beaucoup de rebonds offensifs aux équipes adverses. Voilà, va falloir s'ajuster. Il reste encore quelques jours pour travailler tout ça. La phase de poule, qui ne s'annonce pas non plus trop compliquée, va permettre de régler les derniers détails. Il faudra forcément très vite se mettre à l'abri lors de la première phase, de la seconde phase, mais c'est à partir des quarts qu'il va falloir être parfait. Donc l'équipe de Vincent Collet a encore quelques entraînements pour régler tout ça. Les leaders de cette équipe de France, pour moi, ils sont clairement identifiés. C'est Batum, Fournier, Gobert et Nando De Colo, un petit peu les éternels. Je pense surtout à Batum et De Colo, mais voilà, la génération Fournier-Gobert aussi. Euh, Comme on le disait, De Colo et Batum reviennent, ils ont soufflé. Evan Fournier a montré qu'il était bien présent. Rudy avait hésité à rejoindre cette sélection, il est finalement là. Et donc, tous les quatre, ils doivent être nos leaders, nous amener, que ce soit les leaders vocaux, des leaders d'attaque, des leaders de défense, quand on pense à Rudy Gobert. Ces quatre-là vont avoir un rôle majeur dans notre campagne. Et vraiment, Rudy Gobert doit dominer. La peinture, ça doit être son royaume. On l'a vu, il commence à mettre quelques moves post bas. Défensivement, on sait de quoi il est capable, mais il doit être vraiment le rempart, le dernier rempart de cette équipe de France. Il doit le montrer, il doit faire peur aux défenseurs adverses et ne pas leur donner l'envie de lui dunker dessus comme du Priest de l'Australie. Vraiment, ça doit devenir un rock. Nicolas Batum, utilisation en poste 4. J'ai trouvé ça très intéressant durant la préparation. Un poste 4 capable de tout bien faire, de se rendre utile, d'être un facilitateur de jeu. Voilà, alterner poste 3, poste 4. Mais je l'ai beaucoup aimé en poste 4. Et c'est un petit peu ces dernières années en équipe de France. Il l'a dit, après 2024, c'est terminé. On sait qu'il est très attaché au maillot bleu et il va vouloir revenir avec une médaille. Donc si on doit y arriver, et je pense qu'intérieurement, il est focus sur cet objectif, je veux du grand Nicolas Batum. Au-delà d'une seule action qu'on se souvient tous sur Prepelic face à la Slovénie, je veux qu'il soit régulier durant cette campagne et vraiment un beau Batum capable de tourner à 12-5-5 très facilement. On sait qu'il est capable de ça. Donc voilà, un Batum au top. Nando De Colo, on en a parlé. Evan Fournier, pour moi, j'attends de lui qu'il soit dans les meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde. Il a des fourmis dans les jambes. Il a été benché pendant toute l'année du côté de New York. Là, il est avec le maillot bleu. Lui aussi, ça lui tient à cœur. Forcément, on veut le voir incisif, on veut le voir en confiance sur pas sur ce rôle qu'il avait essayé d'avoir à la Coupe du Monde avec un peu de création, un peu trop de balles dans la main. Je veux que ce soit notre scoreur, mais pas forcément balle en main. Il est capable d'être sur du off-ball, en sortie d'écran, profiter de tout le travail de nos intérieurs. Ça va être très facile quand un Mousfal ou un Rudy Gobert pose des écrans. Je veux qu'il soit, voilà, ce leader d'attaque dans cette hiérarchie, le leader offensif, ça doit être lui. Voilà. Donc je veux un grand Evan Fournier à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit attendre de notre équipe de France? Vous l'avez vu dans mes pronostics. Pour moi, c'est un top 4 minimum. Dernier carré, c'est le minima que l'équipe de France doit faire. Un podium est plus que souhaitable. Moi, je les vois même en finale. Après, viser l'or, je ne sais pas. Il faudra vraiment faire des progrès. Il faudra être là, présent au bon moment, quand il le faudra, quand ce sera des grosses équipes. Comme vous l'avez vu, le parcours va être sinueux. Donc, il faut se méfier de la concurrence, il faut se méfier des pièges, il faut régler nos problèmes. Mais pour moi, l'équipe de France a les moyens de faire un top 4 minimum, une médaille. Je les vois en finale contre l'Espagne. Après, on ne sait pas. Pour compléter la preview que vous avez pu voir mercredi, je, je vois France-Espagne en finale, mais pour moi, un France-États-Unis peut aussi arriver. Les États-Unis ont été incroyables. Ils ont fait une prépa de dingue. Ils ont une équipe que tout le monde a critiquée parce que c'est pas les grosses stars, parce que
Et en fait, elle donne envie, cette équipe, elle est vraiment fantastique par Steve Kerr, elle développe un jeu à toute vitesse, comme ils savent très bien faire, c'est jeune, ça va vite, ils se posent pas de questions, en transition ça peut prendre feu direct, et il y a plein de joueurs qu'on aime tous, voilà, des Ingram, des Bridges, des Brunson, des Jaren Jackson Jr., des Austin Reeves aussi, tout le monde aime ça, ce genre de joueur, donc voilà, ça peut être l'Espagne, ça peut être les États-Unis, attention à pas se faire piéger. Euh, et quoi qu'il arrive, si c'est l'Espagne, on aura envie de prendre notre revanche parce que pendant des années, et puis c'est toujours nos meilleurs ennemis, si c'est les États-Unis, on a les JO encore en travers de la gorge, même si je pense cette équipe de France voudra les rebattre aux JO, mais en France-États-Unis, c'est jamais anodin. Donc voilà, je vois un top 4 minimum, une médaille serait la bienvenue encore, même si c'est le bronze, mais pour moi, il faut viser plus haut. Vincent Collet l'a dit, il veut pas trop le dire trop fort s'ils ont des ambitions de la gagner. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir un joli titre, voilà, aux Philippines, avec cette équipe de France qui me plaît beaucoup. Donc voilà, pour moi, ce que j'attends de l'équipe de France lors de cette campagne. Bien sûr, on a des leaders, on a une attente de résultats, mais dans des équipes, il faut parfois des facteurs X. Et pour moi, il y en a deux. Il y a Gershon Yabusele et Yakuba Ouattara. L'ailier fort du Real peut être dominant. On le voit toute l'année. Si vous nous suivez avec l'Euroleague, on l'a vu de nombreuses fois. Il est capable de dominer. Certains même ont noté ses progrès. Pour ceux qui regardent un peu moins l'Euroleague et le championnat espagnol, qui sont restés un petit peu plus sur ces années NBA, ils ont noté des progrès. Ils aimeraient le revoir en NBA. Donc ça prouve bien que Gershon Yabusele a pris une autre ampleur du côté du Real Madrid. Et c'est vrai qu'il peut être un facteur X, ce côté nounours, ce côté capable d'aller au cercle, fort, de mettre des gros tomards dans le trafic, d'aller provoquer, mais aussi cette petite adresse qu'il a de loin. Il est capable d'apporter plein de choses. Euh, voilà, il peut sur certains moments débloquer des situations de par son énergie, de par son physique. Et d'un autre côté, j'ai mis Yakuba Ouattara. C'est un rôle un peu plus dans l'ombre pour lui, un rôle de 3D. Donc on l'attend sur des missions défensives, on l'attend sur du catch and shoot, sur des ressorties de balles, sur des shoots dans le corner. Mais ça ne doit pas être sous-estimé. Bien au contraire, on parlait d'un manque de spécialistes. De temps en temps, c'était quelque chose qui revenait dans des discussions autour de l'équipe de France. Pourquoi ne pas prendre Nicolas Lang, le spécialiste à 3 points? Et lui commence à avoir cette fiabilité à 3 points et cette récurrence dans les systèmes de l'équipe de France d'être trouvé à 3 points, il met dedans, c'est trop bien. Et peut-être ce côté sniper mélangé avec son physique de rock et capable de défendre, on en a besoin. Donc le rôle de Yakuba Ouattara, même si c'est sur 10, 11, 12 minutes, il peut être essentiel, il peut tuer des matchs, il peut sécuriser des rencontres et nous éviter justement de tomber dans des pièges. Voilà, capable de faire descendre l'adresse de quelqu'un, un peu à la Alberto Diaz du côté de l'Espagne. Il avait été loué pour sa défense, le joueur de Malaga. Donc voilà, il y a ce besoin essentiel d'avoir un Yakuba Ouattara sur les minutes qu'il va donner. Il doit être parfait et je pense qu'il en est capable. Il mérite d'être là, il mérite sa place de plus en plus. Il est toujours au deuxième, troisième plan, notamment je pense à Monaco, derrière toutes ces stars. Mais on voit qu'il a des rôles et qu'il est essentiel quand il joue. Donc pour moi, Yabusele et Ouattara doivent être les éléments qui peuvent faire basculer parfois une situation, que ce soit en défense ou en attaque. Mais voilà, derrière nos cadres, ils doivent avoir ce rôle majeur pour l'équipe de France. Euh, j'ai fait le tour. On a parlé de nos adversaires. Bien sûr, il faudra se méfier de ce premier tour du côté de Jakarta avec le Canada. On commence par eux. On n'a pas le temps de se poser des questions. Il faudra tout de suite mettre les points sur les i et battre une équipe du Canada avec des noms. Très bien, mais nous aussi on en a. On a plus ou moins les joueurs avec le même style. On a des joueurs NBA. Mais en plus, on a cette richesse d'avoir un coach très européen, euh, très à la page, il se met souvent à jour et on sait qu'ils vont bien préparer ça avec son staff. On pense notamment à Pascal Donadieu. Donc voilà pour cette preview sur le groupe H et sur l'équipe de France. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On peut discuter de la composition de l'équipe, mais
quel parcours vous voyez pour cette équipe de France. Abonnez-vous, Twitter, YouTube. N'oubliez pas de mettre des étoiles et des avis sur les plateformes de podcast. On se retrouve très vite. On ne devrait pas en rester là avec la Coupe du Monde. Bien sûr, d'autres émissions nous attendent, probablement pour la phase finale ou débriefer la première phase. On se rejoindra là. Et puis qui sait, peut-être qu'on organisera un petit live pour une potentielle finale avec l'équipe de France. Allez, ciao ciao!